Salut à tous et à toutes, c'est Génération Manga, épuisé. 203. Oui, on a couru parce qu'on a eu des petits impératifs. Bon, mais nous sommes là, et bien là, et nous ne serons pas les seuls, puisque aujourd'hui nous allons consacrer notre émission à un grand monsieur, enfin une grande voix, parce que vous le connaissez surtout de par sa voix, à savoir Monsieur Éric Legrand. Donc la voix de Kenny. Salut à tous. Pas la voix de Kenny, mais c'est pas Kenny Legrand. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah écoute, t'es un grand fan de Dragon Ball Z. Déjà, je commencerai par Yamcha et Vegeta. Grand fan de Senseiya que tu es, donc bien sûr Seiya et plein d'autres personnages, plein d'autres chevaliers, suivant les épisodes Shaka, en fait. Voilà. Il a de temps en temps. Exactement. Et puis bon, bien sûr, dans Desperate Housewives récemment, mais c'est un personnage pareil qui est dans une seule saison. C'est le député qui tombe amoureux de Gabi. Le maire, pardon. Voilà, le deuxième mari de Gabi. Ouais, enfin, c'est un peu spécial, mais bon, pour ceux qui n'ont pas vu la saison, peut-être pas trop. C'est aussi le papa de Supergirl dans Smallville. Oui. Et actuellement, vous pouvez l'entendre dans diverses publicités comme alors c'est pas extra comme pépite ça. Oxy. donc voilà. Donc il nous fera la gentillesse de nous rejoindre. L'honneur, tu veux dire. L'honneur. C'est pas juste une gentillesse là pour nous, c'est d'ici une poignée de minutes. Juste le temps. Le temps pour lui de prendre comme nous, reprendre son souffle. De reprendre son souffle, exactement. Peux-tu recourir, hein, ça? Donc, si vous avez des questions à lui poser, c'est maintenant ou jamais. C'est l'occasion trop rare qui vous est offerte. Donc, comme nous l'aurons via le téléphone, forcément, nous ne pourrons pas vous prendre, vous, via le téléphone. Donc, il reste le SMS. Donc, posez vos questions par SMS au 06 17 54 07 19, le bon vieux numéro d'antan, ça n'a pas changé. Donc 06. C'est pas le numéro perso de Tarkan Jaledi. C'est possible. 06 17 54 07 19. Donc pendant la conversation, vous pourrez poser vos questions. Je l'espère pertinentes. N'hésitez pas aussi via le forum, tant qu'on vous y est, parce que des fois que les SMS arrivent trop vite, vous comprenez. Voilà, sinon vous avez générationmanga.info, mais je sais pas si je vais pouvoir être partout en même temps, parce que. Il aurait fallu une assistante ce soir. Voilà, et nous sommes que tous les deux, donc nous serons donc tous les trois avec Eric, mais Eric est loin de nous par la distance, mais sera proche de nous par la voix. Ça c'est bon, ça c'est très beau, ça c'est très poétique. C'est très lyrique. Je suis comme ça quand je viens de me farcir les escaliers. Quand je viens de courir et que j'arrive même plus à reprendre mon souffle et que j'essaie de parler sans avoir quelques silos commandes. Exactement. Oh merde. Donc voilà, donc bien sûr j'avais anticipé le coup, et bien sûr je vous avais suggéré sur divers forums de poser vos questions. Donc j'ai noté quelques-unes qui me paraissaient pertinentes. Donc ne m'envoyez pas si je ne dis pas textuellement les questions telles que vous les avez posées. J'ai un petit peu quand tu parles de pertinent, si je demande avec Legrand quel est son film préféré, c'est pertinent ou pas? Ça peut l'être, il n'y a pas de souci. D'accord, ça marche. Non, mais si c'est pour lui poser les énièmes questions que tout le monde connaît les réponses, par exemple, pourquoi il a pas fait Seiya dans les Zoévidades ou ce genre de choses, bon, c'est pas la peine, on avait compris. Donc, si vous posez encore la question, c'est parce qu'il n'a pas été contacté pour le faire, mais que lui, il était absolument pas contre. Donc voilà, ça c'est dit. Donc ça c'est fait. Voilou. Alors, écoute, on va essayer. T'as quelques actualités au fait pour commencer. Alors quelques actualités effectivement. La nouvelle série de Cobra a été achetée par Kazé. Et donc elle sera disponible en VOD, donc en vidéo à la demande sur le site de Kazé. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, 2 heures après sa diffusion au Japon. Donc 2 heures après sa diffusion au Japon, vous pourrez le regarder en streaming légalement, donc sur le site de Kazé. Je ne sais plus exactement combien ça vous coûtera. 1 euro, je crois. Voilà, c'est 1 euro l'épisode. Donc juste pour une fois qu'ils sont pas chers. Oui, mais pour le voir une seule fois et c'est tout. D'accord. Donc voilà. Après, chacun voit Noël à sa porte. Et d'ailleurs, il le verra très bientôt Noël à sa porte. Voilà. Et quant à une éventuelle version française, est-ce que Jean-Claude Montalban sera repris pour le rôle? Force est de constater que c'est pas trop la mode chez Kazé de faire appel aux comédiens d'époque, donc mais espérons. Donc on lance l'appel, oui on veut Jean-Claude Montalban bien sûr, la boîte Cobra. C'est dommage parce que j'ai l'impression qu'il y a un espèce de mépris parce que autant les grandes mais stars total. ont les mêmes voix, autant les dessins animés on s'en fout alors que ça a un rôle important parce que comme on avait dit une fois quand on était avec Eric à Japan Touch, moi ce que je lui avais expliqué c'est que il le sait de toute façon mais c'est juste pour vraiment lui dire en tant que public, c'est qu'il y a des personnages qui sont aussi charismatiques d'abord par leur doublage français quoi. Il y en a certains personnages on s'en rappelle pas parce qu'ils ont une voix toute pourrie ou sinon on les voit pas beaucoup, tu vois, des trucs dans le genre. Oui, non, le doublage français peut rehausser, n'en déplaise à certains. Oui, surtout que certaines fois, tu me déconstruiras pas là-dessus, t'as certaines séries qui sont pas très bien en VO alors qu'en français elles déchirent quoi. Par exemple, puisque nous parlions de Cobras à l'instant, j'ai une grande faiblesse pour la VF par rapport à la VO. Ouais, je trouve effectivement que le seiyuu qui fait Cobra, il est moins
chaleureux, moins humoristique. Moins bébel, ça quoi. passe moins, voilà, ça je sais moins pas. Belmondo. Donc voilà, par exemple. Donc voilà. Ah, ça sonne. J'espère que c'est notre ami Eric. Je te laisse occuper l'auditeur pendant ce temps. Ah là là, écoutez bien parce que là vous allez entendre la voix de Seyard, de Vegeta et de Yamcha. Tout à fait, c'est moi. Bon, t'es pareil, je vais te mettre à l'antenne alors. Toc toc. Allô, allô. Oui. Oui, on t'entend, Eric. Tu es là, parmi nous. Je suis parmi vous, mais moi je t'entends très très loin. Ah, je sais pas ce que je peux faire pour t'aider. Salut Eric, en fait on est en direct des toilettes, c'est pour ça que ça fait un petit peu enfermé. Non. Bah l'essentiel c'est que tu entends quand même ce que je te dis, c'est bon? Oui, j'entends ce que tu me dis, mais j'ai l'impression que tu es loin, puis il y a une deuxième voix, j'ai pas bien entendu, j'ai pas bien compris. Donc la deuxième voix c'est Kenny. Salut Eric, comment ça va depuis tout ce temps? Salut Kenny. Voilà. Oui. Mais effectivement, nous sommes loin de toi, à peu près 450 km. Rien que ça, quoi, c'est pour ça. Grosso modo, donc c'est pas faux en même temps. Donc, bah écoute, d'abord, je te remercie de nous faire l'honneur. Et bah, c'est moi qui vous remercie d'avoir la gentillesse de m'inviter parmi vous. Ah bah, je t'en prie. Avec ma voix d'ornithorynque, parce que j'ai un vieux relent de sinusite, et donc je parle encore un peu du nez, je sais pas si ça s'entend, mais bon. Légèrement, mais bon. Non, ça va, c'est bon. Donc bah écoute, voilà, donc on va essayer de te poser des questions, savoir plus sur toi. Bon, malgré les nombreuses interviews que tu as déjà données par le passé. On doit te connaître par cœur à la base en fait. Voilà. Alors d'abord, je voulais savoir en fait quelles étaient tes passions. Est-ce que tu faisais quand Eric le Grand était et Eric le Petit, quand t'étais jeune en fait, quand t'étais Eric enfant. était petit, voilà. Voilà, qu'est-ce que tu aimais faire qu'est-ce que tu aimais regarder éventuellement à la télé, au cinéma, lire, je sais pas. Ah, oh là là, quelle question. Ça remonte. Quelle question, c'est une question pièce, ça, je ne m'y attendais pas. Que répondre à ça? Qu'est-ce que j'aimais? Et puis, il y a beaucoup de choses à la fois, ce que j'aimais regarder, ce que j'aimais lire. Oui, bah oui. La lecture, oui, la lecture, j'ai toujours aimé lire. J'ai lu beaucoup de choses et ça a toujours été un passe-temps. Et pour moi, et plus qu'un passe-temps d'ailleurs, bon, et le cinéma, quoi dire, oui, il n'y a pas de... Oh là, je suis très très embarrassé pour répondre à cette question en effet. La télévision est quelque chose qui est arrivé très tard chez moi. Mm-hmm. Je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça, donc j'ai pas été vraiment nourri à la télévision, on va dire. Et puis à l'époque, moi je suis un très vieux monsieur maintenant, il y avait qu'une chaîne au début, hein, une chaîne et puis 2 chaînes et puis 3 chaînes, mais il n'y avait pas grand chose en vérité. Oui. Et donc j'ai pas eu des grands souvenirs de télévision, on va dire. C'est pas quelque chose qui m'a abreuvé quand j'étais petit. En revanche, on m'a emmené au cinéma assez vite et surtout pour voir des dessins animés. C'était des Walt Disney à l'époque. Et ça, je l'ai souvent dit, c'était pour moi l'équivalent de pour vous les dessins animés japonais. C'est avec ça que j'ai grandi. Enfin, c'est ce qui m'a fait rêver. C'est ce qui quand j'étais gamin, c'était pour moi des grandes émotions d'enfant, quoi. Les grands dessins animés de Walt Disney, ce qui fait que j'ai dit après par la suite que je rêvais de doubler des personnages dans des dessins animés de Walt Disney. C'est une chose qui m'a passé maintenant. Mais pendant longtemps, quand j'ai commencé à faire du doublage, et puis après, ça m'a duré un bon moment, j'avais ce rêve de doubler un personnage dans un film de Walt Disney pour faire rêver les enfants comme j'avais rêvé moi sur les... Et puis j'ai découvert que j'en ai fait rêver sur des dessins animés japonais. Voilà, ça oui, j'en fais partie, bon. Eric. Je t'ai déjà dit, Eric, l'autre fois à Japan Touch, mais effectivement, je fais partie de ces personnes qui ont été bercées par la voix que tu as donnée à plusieurs personnages cultes qui sont chers à nos cœurs. Effectivement, je confirme. Et est-ce que tu es allé Je vous entends, mais vraiment très 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 loin. Il n'y a pas la possibilité, je sais pas, de monter le son d'une manière ou d'une autre. Non, c'est normal, c'est la communication téléphonique avec le... Bah écoute, je pense que comme nous sommes une petite radio, nous n'avons pas des wattas de fou, quoi. Donc, je fais ce que je peux, hein, mais... ne t'époumonne pas pour autant, mais c'est vrai que j'ai du mal à vous entendre. Hein. Bah en fait, moi je vais essayer parce que c'est vrai que j'ai pas une voix qui porte à la base, donc je vais essayer de faire un effort. Ça n'a rien à voir avec ta voix. Non, c'est dans le téléphone, quoi. Et je t'entends très très bien quand on a une communication normale. Bon, alors je vais essayer de bien prêter attention. Alors là, ça c'est pas bon, ça c'est toi qui veut entendre. Il y a un vieux Larsen là qui est Est-ce que t'entends mieux là? Non, bah écoute, je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi. 8 lettres, pas mieux. Voilà, pas mieux. Donc, sinon, quand tu étais enfant, est-ce que tu es allé beaucoup au théâtre? Est-ce que je suis allé beaucoup au théâtre? Je ne saurais pas répondre à cette question. T'en rappelles plus? Je suis allé, oui, beaucoup, pas beaucoup. Enfant, je ne saurais pas te dire. Je sais que c'est quelque chose qui... La scène, le rideau qui s'ouvre sur la magie de la représentation, c'est quelque chose qui m'a très vite plu,
qui m'a séduit. J'ai des vieux souvenirs, je me souviens, j'étais avec ma grand-mère. C'était au cirque, c'était pas au théâtre. J'étais un petit garçon, je devais être avec ma grand-mère, je crois. Elle m'avait emmené au cirque. Et je lui ai dit, c'est là que j'ai envie d'être, en lui montrant la lumière sur la piste, en fait. Et j'avais ce sentiment que j'avais envie d'être là-bas, de l'autre côté. C'était quelque chose de magique pour moi, ce noir qui s'éteint sur un public qui attend une représentation, qui attend une magie comme ça. Et j'avais envie d'être là-bas. C'est vraiment quelque chose qui remonte à très très loin. Et oui, c'est vrai. Donc c'est là qu'est venue ta vocation en fait. Ben je ne sais pas d'où elle est venue, je sais pas comment elle est venue. C'est quelque chose que j'avais en moi. Oui, quand j'ai été confronté à ça, quand j'ai vu ça, quand j'ai découvert ça, oui, je me suis senti chez moi en fait quoi. Je me suis senti chez moi. J'avais le sentiment que c'était là mon chez moi. C'était ta place, C'est là que j'avais envie d'aller, c'est là que j'avais envie d'être. Sur scène, en représentation, dans les ors et les pourpres de la scène quoi, des décors et des théâtres et voilà, Et je suis toujours très très ému quand je suis dans un théâtre et j'ai toujours envie d'être de l'autre côté, enfin sur scène je veux dire. Et quand j'ai l'occasion de jouer ou d'être un simple spectateur ou copain comme ça dans les coulisses d'un théâtre et de sentir les odeurs et l'atmosphère d'être là-dedans, c'est quelque chose qui me bouleverse beaucoup, qui me prend vraiment aux tripes et voilà, j'ai l'impression d'être chez moi, oui. Donc suite à ça, t'as fait le conservatoire? Suite à peut-être pas tout de suite, t'as essayé le lendemain et tout. Ouais. Bon, allez hop, je suis non, je veux dire, t'as essayé bien sûr divers trucs. Tu voulais être médecin parce que ton père te disait que c'était quelque chose, un beau métier, quoi. Mais oui, mon père a regretté de ne pas avoir fait sa médecine pour différentes raisons, et j'ai toujours entendu dire à la maison que c'était le plus beau métier du monde, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Enfin, c'est un des plus beaux métiers qui existent. Ah, toi aussi, Eric. C'est vrai que moi, plus jeune, mon père me disait, il faut que tu sois un grand médecin, comme ça, tu seras très très bien payé, tu gagneras très très bien ta vie, et tu n'auras jamais d'ennui dans la vie. Non, c'était pas dans cette optique-là, lui, qui disait ça. Ouais, c'était plus économique. Mais il le regretterait vraiment. Ça aurait été vraiment, je crois, pour ce qui le concerne, quelque chose qui... il aurait vraiment eu envie de faire ça. Alors, est-ce que ça aurait pu être quelque chose d'épanouissant pour lui ou pas? J'en sais rien. Toujours est-il qu'il a regretté pendant très longtemps de ne pas avoir fait sa médecine. Et je l'ai entendu très souvent à la maison dire que c'était un beau métier, voilà. Et donc, tout petit, à force, comme j'ai toujours entendu dire ça, et j'ai grandi dans cette idée que c'était le plus beau métier du monde. Et pour moi, tout naturellement, en plus, je travaillais bien à l'école. Je le dis sans aucune faute. Ah non, je crois. J'avais bon résultat, en particulier en sciences naturelles, qui était une matière que j'aimais beaucoup. Ah, c'est un signe. Et donc pour moi c'était tout à fait naturel que de devenir médecin en fait. Bon il y a un métier qui est le plus beau du monde, c'est celui-là, j'aime les sciences, voilà, j'allais devenir médecin. Et puis il se trouve que pour être médecin, il faut faire des études scientifiques, il faut faire beaucoup de maths en tous les cas. Oui, t'es pas très matheux. Et je suis pas du tout matheux. Pour moi, 1 et 1, ça fait 3 ou 1 et demi, mais ça fait rarement 2. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et puis, j'ai pris en grippe les maths très vite, en fait. Et j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec les maths. Et puis, les années ont passé. Je travaillais plutôt bien, mais plus les années passaient, moins bien je travaillais. Et tu sentais que c'était pas ton truc, quoi. J'ai été entre la seconde et la première, j'étais en seconde matheuse. Voilà, j'avais quand même réussi à aller jusqu'à la seconde dans les sections matheuses, qui étaient les plus fortes à l'époque. Scientifique. Je pense que c'est toujours pas la même. Oui, toujours. Je crois. Voilà. J'étais en seconde matheuse, mais pour passer en première, on m'a pas. Il faut débrayer. En première matheuse, mais en première scientifique, ce qui était le grade en dessous, on va dire. Donc, mais enfin, c'était encore possible. La médecine était encore possible malgré tout. Et puis j'ai fait ma première scientifique. Et puis entre la première et la terminale, je pouvais pas passer en terminale scientifique parce que j'avais trop mal bossé. J'avais des très mauvais résultats en maths. Et donc, au plus exactement, on m'a dit que oui, je pouvais passer en terminale scientifique si je passais un examen de passage de rattrapage en maths. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de ce que je n'avais jamais regardé en face en vérité, qu'en fait ça m'emmerdait, que j'avais pas du tout envie de faire ça. Et j'ai foiré mon examen, je m'en suis foutu, je me suis dit mais non, dans quoi je m'embringue, quoi, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas ça que je veux faire. Et j'avais cette vieille passion au fond de moi de jouer à la comédie qui est montée à la surface, ou plus exactement je l'ai regardé comme quelque chose qui pouvait être un métier. Jusque là j'avais jamais envisagé ça comme un chemin de vie professionnel possible.
Et puis, ce jour-là, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça que je veux faire. Et on peut en faire un métier. Et puis, voilà, ça va être ma vie. Et donc, j'ai foiré mon examen de maths, je m'en suis foutu. Donc, je suis passé en terminale philo. Et puis, j'ai rien foutu d'ailleurs de mon année, ce dont je ne suis pas fier. Hein. Ne faites pas ça, vous, chez vous. Voilà, surtout pas. Et puis, j'ai quand même eu mon bac et je dois dire, avec mention, c'est bien. Beaucoup de chance, hein. Bravo. Et j'ai eu du bol en fait, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup travaillé. Et puis après mon bac, mes parents m'ont dit d'accord, tu veux être comédien, très bien, on te soutiendra autant qu'on pourra, mais nous on sait pas comment il faut faire. Moi j'avais aucun comédien dans la famille, je savais pas du tout comment les choses se passaient, et ils m'ont dit écoute. Tu habitais où? J'habite à Paris. Bon, déjà ça aide. Une facilité. Ouais. Mais ils m'ont dit il faut que tu ailles au conservatoire parce que voilà, on sait pas comment ça se passe à part le conservatoire. J'ai dit d'accord. Je suis allé au conservatoire voir tout simplement et on m'a dit je suis tombé sur le concierge, je crois tout bêtement, qui m'a dit mais écoutez, on s'inscrit pas au conservatoire, il y a un concours d'entrée. Et puis pour passer le concours d'entrée, il faut suivre des cours d'art dramatique particuliers. Oui. Ah bon? Ils sont où les cours d'art dramatique? Il m'a donné une liste d'adresses de cours et puis j'ai pris le cours le plus proche de chez moi, puis j'y suis allé, puis le prof m'a reçu et puis il m'a fait faire une petite audition, puis il m'a accepté, voilà. Donc à l'issue de mon bac, j'ai passé un an. Je me suis inscrit en fac de lettres parallèlement, dans laquelle j'ai pas foutu beaucoup les pieds. Je me suis bien ennuyé. En même temps, ça reste la fac. Le soir, j'allais à mes cours d'art dramatique. Et puis à l'issue de cette année de cours d'art dramatique, j'étais présenté au conservatoire et j'ai eu la grande, je sais pas si c'est j'allais dire la grande chance. Je sais pas si c'est une chance parce que j'étais très jeune. Mais enfin bref, la vie a été comme ça. Voilà, j'ai été admis à rentrer au conservatoire. Il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus puisqu'on était, 5 ou 800 à se présenter, quelque chose comme ça, et on était 15 garçons et 15 filles à être pris. Oui, ça n'a pas changé, il y a toujours autant de demandes, voire plus. Il y a une très très grosse sélection, oui. Et est-ce qu'il y avait des gens connus dans ta promotion? J'ai été au conservatoire, et puis voilà, et puis voilà, les choses ont commencé comme ça, quoi. J'ai fait mes 3 années de conservatoire, et puis après, les choses de fil en aiguille se sont faites, voilà. Et dans ta promotion, est-ce qu'il y avait des gens qu'on connaît maintenant aussi dans le doublage et tout ça? Comédiens qui ont fait une carrière brillante, visible, sous les sunlights, on va dire. Oui, il y en a beaucoup. J'étais au conservatoire avec Richard Berry, avec Isabelle Huppert, avec Nazema, avec André Dussolier, avec d'autres qu'on connaît moins, qui sont à la Comédie Française. Kenny. Oui, un bon nombre. Ah ben. Et alors, ton premier job dans le dramatique, c'était les dramatiques radio. Oui, il se trouve que le cours d'art dramatique privé dans lequel j'étais avant de rentrer au conservatoire était fait et tenu par un monsieur qui, Dieu ait son âme, qui est mort depuis, qui s'appelait Raymond Girard. Et ce Raymond Girard était également professeur de diction au conservatoire. Donc quand je suis rentré au conservatoire, quand j'étais pris au concours d'entrée, j'ai continué à voir monsieur Raymond Girard, puisqu'il était professeur de diction. Donc je ne l'ai pas perdu de vue, il ne m'a pas perdu de vue non plus. Et il se trouve qu'également, ce monsieur Girard était dans un jury qui octroyait une carte pour travailler à la radio. Car à l'époque, pour travailler en tant que comédien à l'ORTF, c'était encore l'ORTF, la radio et la télévision étaient encore unies au sein de l'ORTF. Donc pour travailler à l'ORTF radio, il fallait une carte, c'est-à-dire qu'il fallait passer devant un jury, une scène, 2 scènes, 3 scènes, je ne sais plus exactement, et puis il te donnait la carte ou il te la donnait pas, et s'il te donnait la carte, tu avais le droit d'enregistrer le dramatique. Donc toujours est-il que ce monsieur Raymond Girard était juré pour donner la carte. Et il était donc au courant de ce qui se passait à la radio. Et puis un jour, il y a eu une dramatique qui devait s'enregistrer dans laquelle il n'y avait que deux comédiens, un jeune homme et une jeune femme. Et il fallait donc un jeune comédien, mais un très jeune comédien, il voulait des voix très très jeunes. Un très jeune comédien et une très jeune comédienne. Et le réalisateur de cette dramatique n'avait pas ça sous la main. Enfin, il connaissait une comédienne, puisqu'il a engagé Catherine Laborde, qui présente aujourd'hui la météo, qui a eu une carrière de comédienne avant de présenter la météo. Et donc il avait pris Catherine, mais il ne connaissait pas de jeunes comédiens. Enfin, il n'avait pas quelque chose qui le satisfaisait en tous les cas. Et Raymond Girard a été au courant de cette histoire, et il savait qu'il allait y avoir des auditions. Ils allaient faire un casting en quelque sorte. Et Raymond Girard m'a dit, voilà, ils vont faire ce casting, vas-y de ma part. Donc j'y suis allé, j'ai passé le casting, j'ai été pris, j'ai enregistré ma première émission. Et j'ai enregistré ma première émission sans avoir la carte.
Oh. Parce que c'était un truc exceptionnel, donc il fallait tout de suite le comédien, carte ou pas carte. Oui, ça urgeait quoi. Pour enregistrer cette émission. À partir de là, j'ai continué à enregistrer des émissions de radio, mais j'avais toujours pas ma carte. Et un jour, on m'a dit, bah oui, mais c'est bien joli, mais là, t'es dans une situation illégale, il faut que t'ailles passer ta carte. C'était une formalité. Une formalité, voilà, pour moi. Donc je suis allé passer ma carte, et puis j'ai passé mes bouts de scène, et j'ai pas eu ma carte. Bravo. Oui. Et ça ne m'a pas empêché de continuer à enregistrer des dramatiques, ce qui fait qu'un jour, on s'est dit, on va la lui donner d'office, et on me l'a donné d'office. C'est super, sur le mérite, c'est encore mieux. Je sais pas pourquoi on me l'a donné, mais en tous les cas, on me l'a donné. Et voilà, et ça a été en effet mes premiers pas de comédien rémunéré, parce qu'avant, j'avais joué au lycée, mais évidemment, c'était comme tout le monde, quoi. Professionnel. Le théâtre du lycée. Mais mes premiers pas de comédien rémunéré ont été à la radio, devant un micro déjà. Et voilà. Et j'étais très très jeune. Et ça s'est commencé avec cette première émission avec Catherine Laborde. Voilà, que je regarde toujours avec émotion. Quand je la regarde présenter la météo, je pense qu'on s'est connus. On n'avait même pas 20 ans. Et en fait, un drôle d'effet. T'as plus trop de contact avec tous ces gens que t'as connus dans le passé, en fait? Catherine Laborde, j'ai travaillé pendant des années après avec elle à la radio. Oui. On s'est revus après, et puis ça fait très longtemps qu'on s'est pas vus, et donc on n'a pas ça fait des années que je ne travaille plus à la radio. Je sais pas si elle continue à y travailler en tant que comédienne ou pas. Je sais pas si elle a le temps, si elle a l'envie. Mais non, ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Mais on est resté en très bons termes. J'ai son numéro de téléphone dans un coin. Si je l'appelle aujourd'hui pour demain. Est-ce que tu pourrais le communiquer ce soir d'ailleurs, le numéro de Catherine Laborde? Comment? Non, je rigole. Avec. Non, mais il dit des conneries. Non, je disais pas. Il dit des bêtises, mais j'ai pas entendu, j'en ai pas profité. Il demande si tu peux donner le numéro de téléphone à tout le monde. Allez, c'est complètement stupide. On va oublier ça. Bien sûr, c'est le 04 90 52 61. Bon. Voilà. Écoute, merci Eric, je pensais pas que tu le ferais. Mais lui demandez pas la météo, quoi. Sachez pour la petite histoire. Le numéro de la radio, hein. Qu'est-ce que tu crois, j'ai remarqué, hein. Ah, j'ai pas remarqué, moi. Par contre, pour la petite histoire, Catherine Laborde a officié sur des doublages de manga, puisqu'elle a participé à Juliette Je t'aime et à Wigman. Je savais pas si tu le savais. J'ai jamais eu l'occasion on s'est croisés dans des studios d'enregistrement, mais on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble à la barre sur des doublages. Alors parlons de doublage justement, ton premier doublage c'était Le Prince et le Pauvre, parce que tu avais une ressemblance vocale avec Jean-Pierre Leroux, soi-disant. Voilà. Enfin, soi-disant, parce que moi personnellement je ne trouve pas du tout que tu aies la voix semblable à lui. Mais bon, alors pour resituer pour les auditeurs, Jean-Pierre Leroux c'est celui qui est la voix d'Egon Spengler dans SOS Fantôme. Sinon il a fait aussi qu'est-ce qu'il a fait aussi? Et Murdoch dans MacGyver, Fersen dans Lady Oscar sur lequel tu as bossé, et Lucifer sur le 4e film de Senseiya, donc pour qu'on se mette la voix un peu dans l'oreille, quoi. Donc je trouve personnellement que vous n'avez pas des voix proches, mais enfin bref. Mais oui, mais il faut te replacer à l'époque et ça remonte à très longtemps. Tu penses que tu avais la même voix à l'époque? Non, je ne pense pas qu'on ait eu la même voix, mais on avait des timbres. Oh là là, je m'entends parler du nez, c'est horrible. On avait des timbres de voix proches qui n'étaient pas loin. C'était pas faux du tout. Il y avait en effet un réalisateur à la radio qui, pour la petite histoire, c'était le frère d'un des frères Jacques. Vous avez connu les frères Jacques, vous voyez? Oui, frère Jacques, dormez-vous? Sonnez les matins. Non, on déconne. D'accord. Non, je ne sais pas. De qui je veux parler? Non, vous voyez pas? Non, je ne sais pas. C'était 4 fantaisistes qui chantaient. Ils étaient très sympas, mais non. C'est ceux qui étaient habillés en collant, là? Oui, voilà. Oui, je connais, tu vois. Moi aussi, je suis. Voilà. Et ce réalisateur radio était le frère. Je sais pas pourquoi je raconte ça, parce que ça n'a aucun intérêt. On s'en fout. Si, moi, ça m'intéresse. Voilà. C'était le frère d'un des frères Jacques. Il était réalisateur radio. Et il me disait toujours, oh là là, c'est fou ce que ta voix ressemble à celle de Jean-Pierre Leroux. Et il disait à Jean-Pierre dont je ne sais plus si je le connaissais ou pas, peu importe. Et il disait Jean-Pierre, oh là, Éric Legrand a une voix qui ressemble à la tienne. Et puis Jean-Pierre faisait déjà du doublage. Et moi, je n'en faisais pas du tout. C'est tout juste si je savais que ça existait. Je m'étais jamais posé la question. Il se trouve que un jour, il y a eu ce film, Le Prince et le Pauvre, à doubler. Le doubleur, alors ça, on sait que c'est ma marotte. Hein, le doubleur, c'est pas un comédien, c'est le patron de boîte de doublage. Tout à fait. Voilà. Le doubleur donc a eu l'idée en français. Évidemment, à l'écran, oui, Le Prince et le Pauvre, c'est un livre de Mark Twain, histoire dans laquelle le prince, le fils du roi Henri VIII d'Angleterre, est le sosie d'un petit pauvre. Et donc au cinéma, évidemment, c'est le même acteur qui joue les deux rôles, bien entendu. Et en français, le doubleur a eu l'idée, qui n'était pas ceux du tout d'ailleurs, de donner deux voix différentes mais proches aux deux personnages, au même acteur en l'occurrence, mais aux deux personnages, quoi.
Et il avait engagé Jean-Pierre pour l'un des deux rôles. Je sais plus si c'était celui du prince ou du pauvre, ça j'ai complètement oublié. Et puis, et tout naturellement, donc, il a dit à Jean-Pierre, ah bah tiens, voilà, je pense que je vais prendre quelqu'un d'autre qui a une voix proche de la tienne pour l'autre rôle. Enfin, c'est le même comédien, mais quand il tient l'autre rôle. Et est-ce que tu aurais une idée, toi, tu aurais quelqu'un dans l'oreille? Et Jean-Pierre, tout naturellement, a dit, bah oui, il y a Éric Legrand. Et à force, allô? Oui, je t'entends. Ah, oui, je bois tes paroles. J'avais l'impression d'être tout seul, de parler dans le vide. Non, mais je te rassure, on est des milliers, enfin peut-être pas. Et donc, tout naturellement, Jean-Pierre a dit donc Éric Legrand, mais je sais pas, a-t-il dit, s'il a déjà fait du doublage. Or, je n'en avais, en effet, jamais fait. Et ce monsieur Richard Hens, le doubleur, a dit, qu'à cela ne tienne, donne-moi ses coordonnées. Je vais l'appeler. Et un jour, le téléphone a sonné chez moi, et c'était, voilà, monsieur Richard Hens. Qui m'appelait en me disant voilà j'ai pensé il m'a expliqué l'histoire, Jean-Pierre Leroux, tout ça, voilà, ce rôle, mais vous n'avez jamais fait de doublage, est-ce que vous viendriez faire un essai? J'ai dit oui, évidemment. Donc je suis allé faire un essai, j'avais jamais vu une bande rythmo de ma vie, je savais absolument pas comment ça se passait, j'y suis allé, et puis ça a été concluant pour monsieur Hens en tous les cas, et il m'a engagé, et donc j'ai commencé par la moitié d'un rôle principal dans le doublage, et ça s'est fait comme ça, et puis après de fil en aiguille j'ai continué ma voie là-dedans, et voilà. Est-ce que tu te rappelles le premier dessin animé que tu as fait? Non, je n'en ai exactement aucune idée. Le premier que j'ai fait, je sais pas du tout. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Tu ne sais pas non plus à peu près la période, c'est peut-être vers 83, 84, un truc comme ça, non? Tu sais pas? J'ai commencé le doublage en 79, en février 79, autant que je me souvienne. Ça c'est facile à retenir. Après, oui, certainement, relativement rapidement après, un an ou deux après, j'ai dû commencer à faire du dessin animé, oui, probablement. Pas tout de suite, parce que j'ai pendant un bon moment travaillé avec seulement Richard Hens, qui ne faisait que des 35 mm, que des films pour le cinéma. Et puis, c'est après, qu'au bout de, je pense au moins un an, que j'ai commencé à faire des produits pour la télévision. Et donc des dessins animés, mais savoir le premier que j'ai fait, je ne saurais pas te dire. Moi, a priori, je dirais que la première fois que je t'ai entendu dans les dessins animés japonais, puisque forcément c'est un petit peu ce qui nous intéresse, c'était dans les périodes de Bomber X, de Lady Oscar, tu vois, des trucs comme ça. Oui. Et déjà, est-ce que tu as des souvenirs de ces productions? De Bomber X et Lady Oscar, non. Non. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'on a bien rigolé. Sur les deux, je me souviens que l'équipe était sur Bomber X, c'était très sympa, on passait de bons moments, on avait de bons fous rires, et sur les 10 Oscars, je ne me souviens plus très bien de l'équipe, mais je revois assez bien le studio dans lequel nous étions, et je ne me souviens plus très bien de l'équipe en général, mais je me souviens très bien des fous rires que j'ai eu avec Nadine Delanoë, qui a doublé les 10 Oscars, et on a eu des fous rires terribles tous les deux. Mais en l'occurrence, tu étais de nouveau avec Jean-Pierre Leroux sur les 10 Oscars. Et je n'en ai aucun souvenir. Ah, tu vois, ça va pas le marquer. J'ai beaucoup travaillé avec Jean-Pierre après par la suite. Oui, bien sûr. Souvent, oui. Donc, savoir sur quest ça c'est des choses qu'on oublie. Donc, en l'occurrence, je t'en parle un petit peu juste comme ça, pour info. Sur les 10 Oscars, tu n'étais pas là au début de la série. En fait, tu es apparu à partir de l'épisode 17. Et le personnage ou moi sur le personnage? Les deux. Toi sur le personnage. André était là au début. C'était un autre comédien qui le faisait. Et à partir du 17e, c'est toi qui as pris sa place, en quelque sorte. Tu n'as pas d'anecdote à ce sujet? Je veux dire, tu sais pas pourquoi, tu te rappelles pas si on t'a demandé de remplacer le comédien parce qu'il n'était plus disponible ou j'en sais rien ou des... Non, c'est forcément pour une raison comme ça, oui, parce que c'est très habituel, ça, sur les dessins animés, que quelqu'un ne soit pas disponible et donc on appelle quelqu'un d'autre pour faire le truc. Ça, c'était forcément pour une raison comme ça. Oui, donc le mec était, où il était pris, où il est parti en tournée, où il a tourné je sais pas, je saurais pas te dire, où il était malade, j'en sais strictement rien. Où il parlait du nez. C'est certainement pour quelque chose comme ça. Oui. En tout cas, ça t'a pas laissé un souvenir impérissable, Lady Oscar, parce que non, mais comment dire, si j'ai des souvenirs pointus de fou rire avec, je dis pointu parce que, pointu. Tu te rappelles qu'est-ce qui t'avait déclenché l'hilarité? Non, ça justement, je ne m'en souviens pas. Je sais que Nadine est quelqu'un d'assez rieur mais comment dirais-je, quand je repense à tout ça,
c'est des bouffées de bonheur comme on en a quand on a des fous rires qui me reviennent à la mémoire. Alors, pourquoi on avait ce fou rire, je ne sais plus, sinon que c'est une fille rieuse et qu'on se marrait et qu'on déconnait beaucoup. J'ai peut-être une idée. Parce que j'ai peut-être une idée sur tes fous rires, éventuellement, je me tente. Je veux dire, Lady Oscar, tu sais, c'était la Révolution française, l'histoire. Oui, voilà, je t'arrête. C'est parce que voilà. Ça a participé à la chose certainement quand on voyait la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Voilà, exactement. Des choses comme ça, bien entendu. Mais pas uniquement parce que nous, on pouvait rigoler à propos de pas forcément de ce qu'on voyait sur l'écran. Faut pas croire. Oui. Voilà. Donc ça, je m'en souviens très bien. Mais à propos de quoi, non, ça je saurais pas te dire précisément. Ouais. Et sinon, sur le doublage de Bomber X, puisque c'était des poupées en l'occurrence, et non ni un dessin animé ni des personnages live, tu n'avais pas eu une difficulté ou un truc particulier au fait de doubler des marionnettes? Non. En même temps, je pense que ça doit être encore plus simple qu'un dessin animé. C'est moins contraignant que des personnages vrais, enfin que des acteurs vivants, forcément, parce que le synchronisme est moins précis et tant s'en faut. Donc c'est moins contraignant, mais voilà. Alors parlons maintenant un petit peu de modulation de voix. Parce que je suis toujours dans le cheminement. En l'occurrence dans Bomber X ou dans Lady Oscar, tu n'as pas eu l'opportunité de changer ta voix pour faire 150 personnages comme tu le feras surtout sur les Chevaliers Zodiac par exemple. Et là aussi, je peux placer un petit peu avec le dessin animé Visionaries. Je sais pas si tu t'en rappelles ça. C'est un truc américain. Très court. C'est quelque chose que j'ai fait, non? Oui, si, c'est un truc que tu as fait, et même beaucoup fait, puisque d'entrée de jeu, on t'avait collé 3 persos récurrents principaux, et justement, tu n'avais pas spécialement varié ta voix à ce moment-là, tu les faisais tous les 3 de la même façon, tu vois. De quel dessin animé tu parles? Visionaries. C'est un truc américain en 13 épisodes. Oui, t'as fait ça, tout à fait. J'ai fait ça? T'as fait ça. Tu as fait beaucoup de choses, Eric. Je m'en souviens pas. Quel caca, quelle horreur. Donc bref, tout ça pour te dire que apparemment au moment où tu as doublé ce dessin animé, tu n'étais pas encore habitué à changer ta voix, à moduler et compagnie. Alors est-ce que tu je sais pas si c'est parce que j'étais habitué ou pas habitué, mais ça me paraît surprenant. Ou alors peut-être que les personnages étaient très proches les uns des autres. Oui, il y en a deux qui ressemble, qui se ressemblent assez. Tous dessinés pareil en fait. Non, je veux dire, est-ce que c'est des personnages sur lesquels on peut changer sa voix? Est-ce que, parce que tu peux, voilà, ça c'est une difficulté du dessin animé. Tu peux changer ta voix si le personnage te le permet. Mais maintenant, si on te donne 2 personnages de 20 ans ou de 25 ans ou de 30 ans tous les deux et qui ont le même physique, la même attitude, le même habillement, le même milieu social, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas changer ta voix, c'est difficile. Tu peux pas en prendre un comme ça et puis c'est une complication. Donc alors, j'ai aucun souvenir du dessin animé dont tu me parles. Et je ne cherche pas à me défendre parce que peut-être que j'étais... Ah non, mais je t'attaque pas non plus, hein. J'ai tout à fait tort de ne pas avoir fait ça, mais est-ce que les personnages étaient très différents, justement? Non, justement, non. Bah, tu sais, c'est un dessin animé américain, déjà. Ou j'ai pas su. Enfin, tout ça pour revenir à la question que je voulais te poser, à savoir quand est-ce que tu as fait pour la première fois la voix Vegeta, quoi. Quand est-ce qu'elle t'est venue pour la première fois, cette voix? Sur Vegeta, je crois bien. Non, tu l'as fait avant dans les Chevaliers du Zodiac. Non, je l'ai fait après. En gros, t'essaies du temps des pièges, c'est ça? Comment? Attends, je vais te dire, en parallèle. Alors déjà, tu m'attaqueras pas là-dessus. Les Chevaliers du Zodiac, je l'ai fait après. Non. Viens à ma rescousse. Qui dit une bêtise? C'est lui ou c'est moi? Écoute-moi. Alors tu es d'accord que tu as fait Dragon Ball avant Dragon Ball Z, on est d'accord là-dessus? Ah bah oui. C'est évident. Alors, la voix de Vegeta, donc qui n'était pas apparue dans Dragon Ball, t'es toujours d'accord? Attends, je t'interromps 2 secondes. Tout à coup, je suis en train de réaliser que tu m'as pas dit ça. Il y a combien de gens qui nous écoutent? C'est très impressionnant cette histoire, parce que je suis dans ma chambre en train de te téléphoner, qu'on est tranquillement en train de bavarder, puis tous les deux là, enfin tous les 3 pardon. Et puis en fait, il y a des gens qui nous écoutent tout plein. Combien? Oh, tout plein. Il y a une centaine, pas plus. Hein. On n'est pas une grande radio. C'est une petite radio associative. Oh bah ça va, je peux dire des bêtises. Ouais, tu peux dire des bêtises. Tu peux te lâcher, on est entre nous. Y a pas non, écoute-moi bien. La voix de Vegeta, tu ne l'as pas inventée sur Vegeta, parce que déjà sur Dragon Ball, tu faisais Corbeau Génial avec cette voix-là. Ah bah peut-être, mais ça alors... Et les Chevaliers du Zodiac, je suis désolé, moi je suis bien au courant, tu l'as doublé avant Dragon Ball Z, et là c'est sûr aussi. Et dessus, tu faisais Albéric, entre autres, avec cette voix-là aussi. Et tu as fait aussi Shiba Dupan et tout ça. Vegeta, ça. Non, je te garantis que non. Moi je suis plutôt d'accord avec Eric là, parce que... J'ai regardé à la télé, moi. Non, mais ça, bah oui, mais tu sais pas parce qu'ils les as vus à la télévision avant qu'on les a enregistrés avant. Je comprends, mais t'es d'accord que t'as fait Dragon Ball. Attends, excuse-moi Kenny. T'es d'accord que t'as fait Dragon Ball avant Dragon Ball Z? Ah bah oui, évidemment. Bon, et je suis en train de te dire qu'il y a un personnage dans Dragon Ball à qui tu as donné la voix de Vegeta. Ah, peut-être. Voilà. Ah bah peut-être, mais ça je m'en souviens pas. Mais je comprends bien.
Mais c'est pour ça que je t'explique que cette voix, tu ne l'as pas trouvée avec Vegeta, tu l'avais avant. Ouais, mais enfin, moi je pense qu'il faut mieux parler plutôt de... Mais oui, j'en sais rien, si tu veux, elle est restée sur Vegeta, parce que c'est Vegeta qui est... Oui, c'est celle qui est charismatique, j'entends bien. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, là, il faut mieux parler de personnages quand même récurrents, parce que si on parle de personnages secondaires, oui, effectivement, je pense que... ma vraie question, c'était de savoir quand est-ce qu'était venue cette voix-là, quoi. Ah, il veut savoir, hein. Écoute, alors ne parlons pas des autres personnages sur lesquels je l'ai peut-être utilisé avant, parce que attends, je suis pas non plus un phénomène vocal, j'ai pas non plus 12 millions de voix à m'apporter. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, et puis on a relativement vite fait le tour. Bon. Et tu as quand même beaucoup, t'inquiète pas. Comment? Tu en as au moins 4-5. Tu en as quand même pas mal, hein, t'inquiète pas. Bon, mais quoi qu'il en soit, je suis quand même pas il y a des prodiges qui... Oui, t'es pas Roger Carrel, quoi. Carrel, par exemple, oui, en effet, et puis d'autres. Mais moi pas, bon, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai, et mes moyens sont quand même relativement limités, j'en atteins vite le bout. Et donc, alors j'ai forcément utilisé cette voix-là avant, oui, sur d'autres personnages, mais des personnages secondaires, et j'ai pas gardé la voix. Et alors, quand Vegeta est arrivé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, justement, ça faisait déjà un bon moment qu'on travaillait là-dessus, de Dragon Ball et puis Dragon Ball Z et DBZ. Et tu as utilisé déjà beaucoup de tes possibilités, sinon toutes. Oui. Et puis il arrive un nouveau personnage. Et le nouveau personnage, d'abord, tu ne sais pas par définition s'il va rester ou s'il va pas rester. Il est nouveau, mais comme tu connais pas la suite et que tu n'as pas vu la suite et que personne n'est foutu de te dire ce qui va se passer, tu sais pas du tout s'il va rester un épisode, 2 épisodes, 15, 20, 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, parce qu'il faut préciser que tu ne voyais pas les dessins animés avant et que même tu es arrivé de les doubler dans le désordre aussi, donc ça aide pas, quoi. Ah bah complètement. Et on voit jamais rien avant. Et justement pour la petite histoire, donc que je t'en avais déjà parlé, Vegeta, la première fois qu'il apparaît, donc à la fin d'un épisode, c'est Pierre Trabeau qui le faisait. Après il y a un épisode complet où il apparaît, c'est Patrick Borg qui le faisait. Et c'est qu'une fois arrivé sur Terre que tu l'as fait. Oui, Vegeta. Vegeta, je peux te le prouver. Il l'a fait un moment, oui, effectivement. Écoute, ça me sidère, j'aurais été prêt à parier que quelqu'un l'avait fait, mais enfin vous êtes des grands spécialistes. Ah ouais, non mais je te montrerai l'épisode, y a pas de souci, mais voilà quoi. Et alors quand il m'a été attribué, moi j'avais déjà dû utiliser toutes mes voix. Et puis, je me suis demandé laquelle j'allais prendre, et comme je savais pas combien de temps il allait rester en plus, cela dit, on se pose pas trop la question. Si, parfois, ça arrive qu'on se pose la question quand on prend des voix qui peuvent faire très mal. Si on sait que le personnage va rester, on essaye de pas trop forcer, quoi. De pas trop tirer sur sa cote vocale parce qu'on. D'ailleurs, justement, est-ce que Vegeta, ça te fatigue vocalement de le faire pendant longtemps, non? Non, justement, pas du tout. Non. Donc enfin, tout va-t-il qu'il est arrivé, et puis je me suis demandé quelle voix j'allais prendre, et puis je les avais déjà toutes prises, et puis comme j'ai vu qu'il avait un sale caractère, enfin du moins il m'a semblé avoir un caractère de chiotte, oui, tout à fait. comme moi, pour la petite histoire, je me suis dit que je vais trouver cette voix-là, je me suis dit que ça pouvait coller, et puis cette voix désagréable comme ça, et puis voilà, c'est celle-là qui est restée, mais donc ça a été un peu un hasard, c'était même tout à fait le hasard, parce que j'en avais utilisé d'autres, et puis parce qu'il m'a semblé avoir un sale caractère, et puis c'est vers ça que je suis allé comme ça, l'inspiration du moment, parce que ça aurait pu être autre chose, voilà. Ouais, ce qui est génial, c'est que moi, grand fan de Dragon Ball Z, j'adore justement les passages où Yamcha, que tu incarnes aussi avec ta voix normale, parle justement à Vegeta, avec cette voix qui a changé. D'ailleurs, justement, quand tu en es réduit à faire des monologues justement entre deux personnages, est-ce que tu les fais tous les deux en même temps ou sur deux pistes audio différentes? C'est variable. On va dire que le plus confortable et le meilleur, c'est de faire ça séparément, c'est de faire d'abord un personnage et puis après de revenir en arrière et d'enregistrer l'autre sur une deuxième piste, en effet. C'est ce qui donne le meilleur résultat. Mais c'est ce qui est le plus confortable pour le comédien. Mais il arrive qu'on fasse les deux simultanément quand le dialogue n'est pas trop long et quand les voix ne sont pas trop enchaînées, en fait. Et quand les phrases ne sont pas trop rapprochées, quoi. Et bon, mais c'est pas très bien. Mais il y en a qui aiment faire ça pour montrer qu'ils sont capables de faire de la voltige et pour faire des grands effets dans le studio pour épater les copains. Moi personnellement, ça m'épate pas du tout. Je trouve ça un peu con. Mais cela dit, c'est vrai que si on a 4 phrases à faire et qu'elles sont pas trop proches les unes des autres, on va pas demander au preneur de son, attends, je commence le premier, puis après on va venir en arrière et je vais faire le second. Non, on les enchaîne, voilà, et puis bon. Mais si on a des dialogues plus consistants et que les phrases sont trop rapprochées, et si elles se chevauchent, c'est obligatoire, évidemment. Il vaut mieux faire ça sur deux pistes, quoi. Alors juste pour la petite histoire, je sais pas si tu es au courant. Il y a beaucoup d'histoires avec. Il y en a toujours des histoires. Voilà. C'est que le comédien japonais qui fait la voix de Yamcha et de Seiya, c'est le même. Le savais-tu? Je le suis parce que je l'ai lu ici ou là. Ouais, j'ai
Génération Manga sur votre forum. Ah bah écoute, tu viens sur notre forum, Eric. Je ne savais pas, je l'ai appris. Tiens, au fait, j'y pense. Oui. En allant me balader sur votre forum. Oui. Dont je salue tous les membres et dont je dis bonjour à Florence en particulier, avec qui nous avons eu le plaisir. Florence nous écoute, Eric vient de te faire un coucou. Eh ben, je lui fais une grosse bise, voilà. J'ai lu donc sur le forum quelqu'un qui, pas méchamment d'ailleurs, te disait, j'espère que tu auras plus de questions à lui poser que au moment de la conférence à Japan Touch. Mmh. Alors je voulais répondre à je crois que c'est un garçon qui te disait ça, je sais pas si il écoute ce soir. C'est un personnage de manga avec l'avatar. Comment ? Non, je disais qu'en fait, ce qui est drôle avec Internet, c'est que souvent, enfin moi, c'est débile en fait, mais quand je vois par exemple les avatars sur le forum de Génération Manga, par exemple Rachus, quand je l'ai vu, je dis putain, je t'imaginais que la tête de Goldorak. Enfin bon, c'est une anecdote débile. Admettons. Vas-y, continue. Alors, je voulais lui dire que cette conférence avait été assez mal organisée puisqu'il n'y avait pas d'animateur de la conférence. Tout à fait. Quand une fois que Gérald Doril, qui est à l'origine du projet Rag & Blue, a eu fini de parler, oui. On a demandé s'il y avait des questions et personne, en effet, dans la salle, personne n'avait de questions à poser. Et c'est là que je crois que Patrick Borg a dit, puisque c'est comme ça, c'est nous qui allons poser nos questions. Oui. Mais je dois dire que tu n'étais pas là. Et d'une part, ça n'était pas à toi d'animer la conférence, et d'autre part, tu n'étais pas encore arrivé. Et que quand tu es arrivé, par bonheur, tu as animé les choses. Donc, contrairement à ce qu'il dit, c'est toi qui as trouvé des questions à poser, et heureusement que tu as été là parce que tu as relancé la machine. Donc, c'est très vilain qui te dit, j'espère que tu auras plus de questions à poser que tu n'en as eu à Japan Touch, parce que tu en as eu à Japan Touch à poser quand tu es arrivé. Bah écoute, je te remercie. Tu as été là, je t'en remercie, parce que grâce à toi, on s'est moins ennuyé que nous serions si j'avais là. Voilà. Bah écoute, merci, je te ferai le chèque à la fin, y a pas de souci. Ouais, faites ça en antenne un petit peu, les gars. Le business, c'est pas la radio. Oui. Je voulais revenir un petit peu aussi sur ta carrière de comédien, parce que je sais quand même que c'est quand même ça qui t'intéresse le plus, quand même. Devant de la scène, comme tu disais. Toi, ce que tu aimes plus que tout, c'est quand même de monter sur scène et de faire du théâtre, quand même. Les planches. Oui, c'est ça qui me plaît le plus, oui. Et donc, il y a une époque où tu as fait Jeanne d'Arc au bûcher, donc c'était une comédie musicale et théâtre, et t'as fait ça à New York et à Berlin, hein, monsieur, attention. Oui, on peut pas dire, non, c'est pas une comédie musicale. Ah, je ne sais pas, j'ai pas vu, alors dis-moi. Comment ? Dis-moi, raconte-moi ce que c'est, parce que j'ai pas vu. Hein. Jeanne d'Arc au bûcher, c'est une œuvre qui a été commandée juste avant-guerre, à la fois à Paul Claudel, l'écrivain que tout le monde devrait connaître. Tout à fait. Oui. Et Arthur Honegger, un compositeur de musique. Et c'était une expérience en quelque sorte qui était tentée, à savoir, on va demander à un écrivain d'écrire une pièce et un compositeur d'écrire une musique pour aller avec cette pièce et voir ce que ça peut donner au résultat. Donc ils ont chacun travaillé de leur côté sur ce thème qui était Jeanne d'Arc, la vie de Jeanne d'Arc, et ça a donné ce qu'ils ont appelé un oratorio. Donc c'est une pièce de théâtre écrite par Paul Claudel avec une musique d'Honegger. Et on peut la faire donc de deux manières différentes, soit en version théâtrale, alors les comédiens sont tous sur scène, costumes, décors, mise en scène, tout le Bataclan, et l'orchestre est dans la fosse d'orchestre, et la musique est très très présente, hein, très souvent, pour ne pas dire tout le temps là. Une musique sublimissime absolument. Donc on le donne soit en version théâtrale, soit en version orchestrale. Et quand on le donne en version orchestrale, c'est l'orchestre qui est sur scène, les comédiens sont réduits, la troupe est réduite, il ne reste plus que Jeanne d'Arc, que Frère Dominique, et les autres rôles sont tous tenus par un seul et même comédien. C'était moi en l'occurrence, parce que moi je l'ai donc fait en version orchestrale. Et on est donc sur le devant de la scène, on n'est pas en costume, et on ne bouge pas, il n'y a pas de mise en scène, et on joue notre texte comme ça, au public, avec l'orchestre derrière. Et j'ai donc fait ça dans ces circonstances-là, en version orchestrale, et c'est un des, on va dire, je crois que c'est le plus beau souvenir de ma vie professionnelle, parce que ça m'a permis d'abord de faire la connaissance de cette œuvre qui est absolument somptueuse, je parle musicalement, mais sublime. Ça m'a permis de travailler avec un orchestre, avec parmi les plus grands chefs d'orchestre du monde, puisque j'ai eu la chance de travailler avec Kurt Masur, avec Charles Dutoit, avec des gens qui sont mondialement réputés. Et travailler avec un orchestre, en plus, c'est la chose la plus belle qui soit, avoir cette musique. En plus, l'orchestre est énorme. C'est une partition qui est écrite pour une centaine de musiciens. Il y a un chœur de 100 personnes, et il y a en plus un chœur d'enfants. Ça fait un monde
mais énorme sur scène, et on est porté par la musique. On a tout ce monde-là derrière soi. C'est une vague un souffle qu'on a dans le dos, qu'on a dans les jambes. J'étais moi placé sur scène à côté des violoncelles. J'avais la musique qui me rentrait par les pieds, qui me montait dans le ventre, dans les tripes. Je sentais les vibrations là, et c'est sublime, quoi. Il y a pas de mots pour dire ça. Et quand on a cette musique qui vous arrive de derrière, qui avec les chœurs et tout le monde, voilà, il y a pas de mots pour décrire ça. Et en plus avoir la chance de faire ça à New York devant j'ai fait ça au Lincoln Center. C'est-à-dire en haut de Broadway, et on se dit je suis à Broadway, à New York, devant 3000 ou 4000 personnes, en train de jouer ça devant avec cette musique magnifique, quoi. C'est un moment unique au monde. J'ai eu la chance de faire ça à Leipzig, j'ai eu la chance de faire ça à Lucerne, au Festival international de musique, j'ai eu la chance de faire ça à Salle Pleyel à Paris, et de faire ça à Berlin avec l'orchestre philharmonique de Berlin. Ah oui. Et c'est des moments. Je ne remercierai jamais assez la vie de m'avoir offert ça. Je crois que j'ai jamais terminé une représentation sans avoir envie de pleurer. À la fin, c'est tellement prenant, c'est tellement beau, c'est des émotions tellement intenses que voilà. Mais le simple fait d'en parler, ça me fait frissonner. J'ai des gousilles dans le ventre et je suis encore ému comme si j'y étais, quoi. Ça s'entend. Voilà. J'ai fait ça en plus. J'ai eu la chance de faire ça avec Marc Keller, que vous connaissez peut-être. Ah non, le nom ne dit rien. Avec des comédiens comme Michael Lonsdale et d'autres. Enfin, là, je connais quelque chose. Enfin bon, c'est des comédiens. Des comédiens. Bon voilà. Et ça m'a permis de voyager et en plus et de voyager aussi dans ma tête et dans mon cœur et dans mon âme, et non seulement géographiquement, quoi, à tout point de vue. Et puis de faire la connaissance de cette œuvre et que j'ai. Mais alors c'est très difficile parce que. Enfin, c'est très difficile. C'est très impressionnant, on va dire, parce que il faut parler en même temps que la musique. Enfin, il y a des moments où on parle à blanc. L'orchestre se tait complètement et on parle et on joue à blanc, donc normalement, voilà, on va dire. Et puis il y a des tas de moments où on joue sur la musique, mais on doit jouer comme si on chantait, c'est-à-dire que c'est à la note près. Il y a des mots qu'on doit dire précisément en rythme. Alors on les joue normalement, mais ils doivent tomber précisément sur des notes. Donc il faut pas louper le truc, il faut pas louper le coche. Et quand on a derrière soi 250 personnes sur scène et avec un orchestre énorme dirigé par un monsieur Kurt Masur, qui est un chef d'orchestre mondialement réputé et connu, qu'on se dit merde, si je foire mon truc, bah je fais tout capoter le truc, quoi. Et puis ils vont pas s'arrêter pour moi en plus. Bah c'est assez impressionnant. Et je sais que Marthe Keller était terrorisée de trac à chaque fois. Elle était vraiment tétanisée complètement. Moi au début j'ai eu beaucoup le trac. La première fois que j'ai répété ça, parce que oui mais je suis peut-être trop long là. Non, je t'en prie, j'adore t'écouter moi. Moi c'est pareil. La première fois qu'on a répété, c'était à la Maison de la Radio, à Radio France à Paris, et j'y suis allé. Il y avait le chef d'orchestre, il y avait Marthe Keller, il y avait l'autre comédien qui était le tout premier, qui était François Chaumette, qui était un sociétaire de la Comédie Française. C'était lui qui m'avait mis sur le coup. Et puis il y a des chanteurs solistes aussi, donc qui chantent quelques rôles. Donc à cette répétition, il y avait les comédiens, ma pomme, les chanteurs solistes, et puis il n'y avait pas l'orchestre, il y avait juste une pianiste qui nous tapotait au piano toute la partition. Et on a fait c'est pas très long l'œuvre, elle fait 1h20, quelque chose comme ça, 1h15. Et on a fait toute notre répétition comme ça avec juste un piano. Bon, on avait appris notre texte, tous, voilà. Bon, on a fait une petite répétition, quoi, ensemble. Et puis le lendemain, il y avait une première vraie répétition. Cette première répétition, là, c'était bien passé. Puis le lendemain, la première vraie répétition avec l'orchestre a eu lieu. Donc je suis retourné à la radio, dans l'auditorium, et puis je vais m'installer dans les gradins. Là, il y avait les comédiens que j'avais vus la veille. Je leur dis bonjour. Les chanteurs avec qui j'avais fait la connaissance la veille, je leur dis bonjour. Je m'installe dans les gradins avec eux. Très bien. Et puis tout à coup, je vois sur scène le chef d'orchestre qui rentre, et puis les musiciens qui commencent à rentrer. Puis zing, et puis 10, puis 20, puis 30, puis 40, puis 50, puis oh la vache, et puis je vois tout cet orchestre énorme qui débarque sur scène, et puis je vois les chœurs qui rentrent, une centaine de personnes, toute cette foultitude là comme ça, cette foule sur scène, et puis la musique commence à partir, et l'introduction, il y a toute une introduction musicale, et puis il se trouve que dans l'histoire, c'était moi le premier à parler.
parce que il y a toute une introduction musicale et tout à coup toute la musique s'arrête, boum, et j'étais moi le premier, je me levais et je devais dire il y eut une fille appelée Jeanne. Et donc la musique démarre et puis moi j'étais dans les gradins. Et puis le chef d'orchestre il m'avait rien demandé du tout, il avait commencé son bazar et puis je dis aux autres mais qu'est-ce que je dois faire? Les autres me disent tu descends, va sur le devant de la scène, va à un pupitre là, tu t'y vas. Donc j'y suis allé en descendant comme une petite souris, puis je suis monté sur le devant de la scène, puis je me suis foutu devant mon pupitre et puis quand la musique s'est arrêtée, je me suis levé et puis j'ai lancé il y eut une fille appelée Jeanne et puis la musique reprend derrière et puis après je dois encore parler, j'ai encore parlé. J'avais le pantalon qui tremblait. Je me disais mais c'est une horreur, j'avais l'impression d'être une feuille morte des pieds à la tête tellement j'avais le trac. Et puis c'est horrible parce que j'avais travaillé ça quand j'avais su que j'allais faire ça. On m'avait donné le CD. Qui avait été enregistré déjà auparavant dans d'autres versions. Donc j'avais écouté le CD pendant des dizaines et des centaines de fois et je connaissais l'œuvre absolument par cœur. Et allô, vous êtes là? Oui, je t'entends. Oui, et donc je connaissais l'œuvre par cœur et puis bon, mais seulement le CD. Moi, j'avais appris mon truc. Vraiment sur le bout des doigts. Seulement un CD, on peut l'arrêter puis recommencer puis repartir. Mais là, quand on est avec un orchestre, c'est autre chose. Ça se passe pas de la même manière. C'est que l'orchestre, on peut pas appuyer sur un bouton pour l'arrêter si on se gourre. Et on n'a pas intérêt à se gourer. Et c'est que là, on est là à fouetter sur scène en disant merde, pourquoi je me plante pas. Et si tout à coup on se plante, l'orchestre il continue. Et quand on se plante, c'est la panique parce que quand on doit parler sur la musique, tout à coup on se dit merde, je me suis planté, où est-ce que je reprends, qu'est-ce que je fais, je sais plus. Et le temps qu'on se dise ça, la musique continue, et puis on perd la mesure d'après, et puis on sait plus où on en est, et c'est une panique intégrale. Et heureusement, ça ne m'est jamais arrivé en représentation, ça m'est arrivé une fois en répétition. Et j'ai vu Marthe Keller après qui m'a dit t'as vu ce que ça fait, c'est horrible. Elle m'a dit moi ça m'est arrivé une fois comme ça, c'est une abomination, on a l'impression que le train vous part sous le nez puis qu'on ne rattrapera jamais. Et je me suis dit ça m'arrivera jamais en représentation, c'est pas possible parce que sinon je meurs sur scène quoi. Et ça ne m'est jamais arrivé, grâce au ciel. J'ai toujours eu des représentations sans un nicroche. Et Marthe Keller a eu la gentillesse de me dire d'ailleurs que ça la rassurait de savoir que j'étais là et que je connaissais bien mon texte et que elle pouvait compter sur sur le fait que moi je n'aurais pas a priori je n'aurais pas de défaillance quoi, voilà. Et c'est possible c'est possible de voir ta prestation. Et puis j'y repense toujours avec énormément d'émotion. Mais j'ai été excessivement long et j'ai dû emmerder tout le monde avec cette histoire. Il faut pas me brancher là-dessus. Est-ce qu'il y a eu une captation de ça? Immortalisation. Ça a été enregistré en CD, oui, ça n'a pas été filmé, ça a été enregistré en CD. Ils ont eu à New York, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer un CD, en effet, pour une édition collector, on va dire. Voilà, faudra que tu me fasses écouter ça. Elle est ultra collector parce qu'on peut pas la trouver. Non, je crois pas. C'est une édition, un tirage limité. Voilà. Alors j'ai des petites questions pour les dernières minutes qui s'égrènent malheureusement. Oui, pardon, j'ai emmerdé. Je suis en train de réaliser que j'étais très très long sur cette histoire et que j'ai dû emmerder absolument tout le monde. Je suis désolé. Ah non, pas nous en tout cas, pas nous. Non, il faut pas me brancher là-dessus aussi, c'est terrible. Je le ferai plus, c'est promis. On t'a cherché en fait aussi. Puisqu'on parle de musique, il y a un auditeur qui me demande est-ce que tu as un lien de parenté avec Michel Legrand? Non, aucun. Donc voilà, ça à la fois qui s'appelle Martin et en l'occurrence on est deux âmes très différents et sans aucun lien de parenté. Alors on m'a aussi demandé parce que on me parle que tu travailles actuellement sur un long métrage d'animation à l'ancienne, ce qu'on m'écrit, avec un gars qui fait ça tout seul. Donc je sais pas si tu es au courant, si tu vois de quoi il est question. Non, ça te parle pas du tout. Oui, si, je travaille. Je travaille. Oui, ça, oui. Enfin. Oui, c'est peut-être de ça qu'il veut parler, puis si c'est pas de ça qu'il veut parler, c'est pas grave. Moi je sais pas, je peux te dire. Admettons. Moi je vais en parler. Oui, je parle avec un garçon, je travaille avec un garçon qui a eu la très grande gentillesse de me faire un beau site tout neuf, magnifique, parce qu'il est également web designer, qui a un long métrage d'animation en préparation. C'est un graphiste pour lequel j'ai beaucoup de tendresse et beaucoup d'amitié et qui a beaucoup de talent. C'est un garçon très très bien. Et vous pouvez aller sur son site qui s'appelle dystopia.merde. Point merde. Oh, ça existe pas ça. Merde, ça y est, je le connais plus. Ah, s'il va m'en vouloir. Attendez 2 secondes, faut que j'aille regarder. 2 petites secondes. Il y a pas de problème. Attends, faut que j'aille regarder. Sacré Eric, il pense qu'il nous ennuie avec ses histoires. Curieux, puis, je te jure. Faut pas que je dise des bêtises. En tout cas, on a un message d'Adé qui dit qu'elle ennuie pas du tout. Ah bah non, mais ça endort son petit.
Ouais, ben moi arrête, ça me berce aussi. Voilà. Attends. Oui, c'est dystopiapunk.com. Alors Dystopia, ça s'écrit DYSTOPIAPUNK, dystopiapunk.com. D'accord. Donc voilà, on ira voir ça. Donc c'est pas point merde, on est d'accord. Hein. Il met en ligne son projet, ses personnages et voilà. Et j'ai fait sa connaissance sur le net, un peu par hasard. Il avait posté sur un forum, il posait des questions, et puis je lui avais répondu, puis la conversation s'est engagée comme ça, après en privé. Et il cherchait à enregistrer la version, le son d'un épisode pilote de sa série de dessins animés. Et puis, il se trouve qu'on s'est mis à travailler ensemble, et je lui ai fait ça, et je m'en suis occupé avec lui. Et puis, son projet est toujours a été modifié après. Il a changé de producteur, etc., etc. Et puis maintenant, donc, mais il a toujours ce projet en cours, et c'est une chose très importante pour lui et qu'il va réaliser un jour ou l'autre. Et donc, je vais prochainement encore refaire un épisode pilote pour lui. Je viens d'enregistrer pour lui un conte pour enfants qu'il a écrit, qui s'appelle le Triton. Dont j'ai pas sur un site, j'ai pas l'adresse du site en tête, mais si on tape TRIT, le Triton, on doit pouvoir trouver son site. Et puis voilà. Mais écoute, on aurait des montagnes et des tonnes de questions, mais malheureusement le temps nous fera défaut. C'est ça en fait le truc. Mais bon, tu en seras quitte pour revenir une autre fois. Volontiers, oui. Mais je parle trop, je suis trop bavard, c'est terrible. Hein. Ah non, mais au contraire, on adore t'écouter, je te promets, hein, parce que justement, on a une amie donc qui vient de me dire là que tu berces son petit bébé, tu vois, avec ta voix. Ça veut dire que je suis très emmerdant. Non, ça veut pas dire que c'est emmerdant, ça veut dire que c'est doux, que ça passe bien. Ce qu'elle a voulu dire, c'est qu'en fait, c'est un petit peu pareil à chaque fois que l'on parle ensemble. Moi, c'est pareil, j'ai tendance à t'écouter parce que j'adore ta voix, donc j'ose pas t'interrompre. C'est gentil. Donc c'est pour ça aussi. C'est très gentil. Alors donc l'émission se termine. Hein. Malheureusement, ça ne serait que moi, je resterai des heures. Moi, c'est pareil. Mais je crois que je suis désolé pour cette histoire de Jeanne d'Arc au bûcher. J'ai dû en parler. Non, c'était très intéressant. Ah non, mais c'est moi qui t'ai mis sur le sujet, c'est ma faute. Oui, c'était fait exprès. Bah écoute, peut-être que comme tu es sur notre forum, tu pourrais, peut-être que les auditeurs pourront poser les questions sur le forum et que tu leur répondras. Oui, plus ou moins quoi. Pourquoi pas, je sais pas. Mais quand tu as le temps, effectivement, parce que comme ton emploi du temps est chargé. Forum et puis à passer ma vie à discuter sur. Ouais, bien sûr, non, mais sûr que non, je comprends bien. mais cela dit, je reviendrai volontiers dans votre émission bavarder avec vous parce que c'est super gentil ça. Voilà. Bah, ça sera avec plaisir. Hein. Écoute, on va te laisser te reposer maintenant. Tu vas reprendre ton souffle du coup. Laissez me reposer là. Voilà, je vais aller dîner surtout. Voilà aussi. Écoute, bon appétit alors. Eh ben merci, puis merci encore de m'avoir invité, puis donc on remet ça quand vous voulez, y a pas de problème. Eh ben c'est noté. À bientôt, Eric. Ok, ciao. Bonsoir. Bonne fin de soirée alors. Merci toi aussi. Au revoir. Ciao. Ah bah ça c'est... Tu sais que ça fait trop bizarre parce que là on remet ça après la Japan Touch, entendre la voix comme ça qui nous a tant bercé dans le passé, reparler mais aujourd'hui dans le présent, je te jure moi j'étais en train de me dire là j'étais en transe limite enfin bon. Enfin, donc vous voyez que donc Eric est quelqu'un de très disponible, hein, qui est très d'accord pour tout. C'est très surprenant ça parce que tu sais, on sait que le statut des comédiens de doublage au Japon est différent parce que c'est des superstars. Alors tu vois, il faut pas les approcher machin. Et ce qui est drôle, c'est que nos bons vieux doubleurs français, donc comédiens de doublage qui ont bercé notre enfance dans plein de séries connues, ultra connues, cultes, se prennent pas du tout au sérieux et au contraire, ils respectent beaucoup le public et c'est vraiment ça que j'ai trouvé super étonnant et super attachant. Donc je vous conseille, si vous allez en convention et que vous avez la chance de tomber sur combien de doublage, il y en a quand même depuis longtemps à Japan Expo, donc il faudrait peut-être se réveiller. Mais n'hésitez pas à aller leur parler parce que c'est vraiment super intéressant. Ils vous donnent pour certains des conseils, les ficelles du métier, et pour d'autres ils vous racontent tout simplement ce qu'ils sont dans la vie. C'est intéressant d'entendre ça avec la voix du personnage qu'on aime bien en fait. Donc je suis désolé pour les nombreuses questions que vous aviez à poser à Eric, mais le temps nous fait malheureusement cruellement en défaut, hein. Mais rassurez-vous, il reviendra. Hein. Il a dit, hein. Il a dit qu'il reviendrait. Il a dit, I'll be back. Donc on le réinvitera. Il y a aucun souci pour ça. Donc voilà, on va vous laisser parce que on va sûrement se faire taper sur les doigts, envoyer bouler par les suivants. Yo. Voilà, pour Campus Hip Hop. Voilà, tout à fait. Et on se retrouve la semaine prochaine. Donc je vais lancer le Jikai. Juste pour terminer, la dernière information que chacun prend Noël à sa porte, hein, c'est que Dorothée va remonter sur scène au mois d'avril pour Oui, voilà, exactement. C'est tout à fait mon opinion. Pardon, mais voilà, je veux dire, je l'ai dit. Hein, j'ai donné l'information. Voilà. Oui, non, mais t'as bien fait. Hein, c'est vraiment histoire de le dire. Eh ben tu rigoles, mais en attendant, c'est presque complet déjà. Alors voilà. Ouais, bon, la nostalgie quand tu nous tiens. Ouais.
Jikai, la semaine prochaine, on vous parlera un petit peu des jeux vidéo adaptés de manga, hein, des trucs récents et tout ça. Et ça sera pas comme d'habitude un Ars Narf. Nigo, salut Eric, à plus, ciao.